au bureau des livres. Got a theory, could be bunny. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? Winter is flamenco. The danger. I am the one who knocks. I think A that I damn may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui analyse et décortique vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve ma bombe nucléaire, Marie Telling. Oh waouh. Salut Anaïs. Des robots, des zombies, des cannibales et des jolies jeunes femmes qui sont vraiment trop choupinettes et innocentes. Cette semaine, on plonge dans l'univers post-apocalyptique et peut-être un peu bordélique de Fallout, nouvelle série de science-fiction diffusée sur Amazon Prime Video. Cette nouvelle série blockbuster vaut-elle le coup d'œil ? Pourquoi le futur ressemble-t-il aux années 60 ? Et peut-on encore regarder autre chose que des séries de science-fiction ? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? C'est l'album que j'écoute en boucle depuis 2 semaines maintenant. C'est le nouvel album de Taylor Swift qui est très clivant et qui ne fait vraiment pas d'unanimité en ce moment. Mais c'est pas grave parce que moi je l'adore et je le trouve génial. Et je me suis créé ma propre petite playlist avec mes 13 chansons préférées que j'écoute tout le temps. On va en reparler plus en détail dans le prochain épisode parce que nous sommes toutes les deux de grandes amatrices, pour ne pas dire fans de Taylor Swift. On va bientôt aller au concert ensemble aussi. Donc on vous réserve un petit épisode spécial pour expliquer toute la folie Taylor Swift et pourquoi on l'aime autant. Mais en attendant, c'est vrai que mon pic, c'est vraiment cet album. Et toi, Anaïs ? C'est un édito publié dans Glamour de Sophia Bush, qui était l'actrice qui jouait Brooke Davis dans Les Frères Scott, dans lequel elle parle de son divorce récent et depuis elle est en couple avec une femme. Et j'ai trouvé son édito très émouvant. Dedans, elle parle du fait que pour elle, la notion de faire son coming out en 2024, ça lui paraît un peu absurde, mais qu'en même temps, elle sait que le coming out, c'est quelque chose de très sérieux encore pour beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui peuvent être menacées en faisant leur coming out. Et elle parle aussi, au-delà de la question de la sexualité, du fait qu'elle était malheureuse dans sa vie intime et que ça lui a demandé beaucoup de courage de remettre tout ça en question au début de sa quarantaine. À la fin, elle dit qu'elle vient de fêter ses 41 ans avec sa meuf et qu'elle lui a dit le jour de son anniversaire qu'elle avait l'impression que c'était son premier anniversaire. J'ai trouvé ça vraiment très émouvant. Et je trouve ça fou parce que je pense que ça le fait pour plein de gens. Ça l'a fait pour Kristen Stewart aussi, j'imagine, pour toute la communauté queer. Mais moi, je me souviens, à l'âge de 12 ans, avec des copines, on parlait déjà de Sophia Bush en disant qu'elle était méga canon dans Les Frères Scott et du fait que c'était une icône lesbienne. Moi, je me suis toujours demandé si elle était queer ou pas. Et donc là, le fait qu'elle fasse enfin son coming out, je trouve ça assez fou de me dire qu'il y a 20 ans, c'était déjà un truc qui était très présent dans la communauté queer, de parler d'elle. C'est encore plus une icône aujourd'hui. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien. La même semaine où j'ai lu cet édito, j'ai vu un film dans lequel le personnage queer central est dans le placard et se suicide. Et ça me frustre de plus en plus de voir tout le temps cette histoire répétée dans la fiction avec les personnages gays, comme si on ne pouvait pas imaginer en fait qu'ils puissent avoir une fin heureuse. Et donc voir dans la vraie vie le happy end, en tout cas pour l'instant, de Sophia Bush, ça me fait beaucoup de bien. Voilà, merci à elle. Aujourd'hui, on vous parle donc de Fallout, une série diffusée sur Amazon Prime Video depuis le 10 avril 2024 et adaptée d'un célèbre jeu vidéo en plusieurs parties, mais dont le premier est sorti en 1997. On n'y a pas joué, ni toi ni moi. J'y ai pas joué. Jamais. Mais moi, j'ai joué à aucun jeu vidéo sauf les Sims, donc... Et genre 2 fois, chez des amis. Donc il faut partir du principe que j'y ai pas joué. Ce qui est fou, c'est que depuis la sortie de la série, il y a eu une hausse de 525% des joueurs sur Fallout 4, le dernier jeu vidéo en date de la saga. Donc ça marche quand même très très bien, les adaptations de jeux vidéo, et on comprend pourquoi ça peut avoir un intérêt, puisque ça booste aussi les ventes. Ah bah oui, oui. Est-ce que tu peux résumer la série en 30 secondes ? C'est une série post-apocalyptique où il y a eu une apocalypse nucléaire, en fait. Donc, la planète a été pratiquement rasée. Sous terre vivent des communautés qui ont l'air très mignonnes et très sympas au premier abord. Et on a notre héroïne Lucy qui vient de cette communauté-là. Elle doit se marier avec quelqu'un d'une autre communauté, d'une autre Volt. Sauf que le jour de son mariage, elle se rend compte qu'en fait, c'est des étrangers qui sont arrivés de l'extérieur pour les envahir et surtout pour kidnapper son père. Donc, son père qui est joué par Kyle MacLachlan est kidnappé ce jour-là. Et évidemment, comme toute personne censée ayant un père qui est Kyle MacLachlan, elle décide de risquer sa vie et de sortir à l'extérieur dans le dur monde post-apocalyptique, le désert post-apocalyptique, pour essayer de retrouver son père. Et elle va avoir plein d'aventures et rencontrer plein de gens sur le chemin.
Qu'est-ce que tu as pensé de cette série ? J'ai pas été emballée. Honnêtement, j'ai bien aimé le premier épisode. Du coup, j'avais une curiosité après le premier épisode. Je le trouvais bien foutu et j'étais intriguée. Je me suis assez vite lassée. Enfin, j'ai pas été très séduite, surtout par les épisodes qui ont suivi. La fin de la saison m'a un peu plus séduite, je dois dire. Il y a eu un regain à la fin où j'ai été intriguée par certaines choses. Mais je suis pas folle de la série. Très clairement, ça me passe un petit peu au-dessus quand même. Aussi bien au niveau de l'humour que de l'esthétique, de beaucoup de choses. Et toi ? Moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'est marrant, je pense que j'ai eu la trajectoire un peu inverse de la tienne parce que j'ai beaucoup aimé l'ouverture de la série et les premiers épisodes. J'étais assez dedans et je trouvais ça assez propulsif, même si j'ai remarqué pas mal de défauts dès le départ, mais je me disais, je suis bien dedans, quoi. En fait, je comprends tout de suite l'univers dans lequel je suis. Et on en avait parlé avec Le Problème à trois corps, où j'avais l'impression que c'était plein de séries mélangées un peu ensemble de manière assez hétérogène. Et là, je trouvais tout de suite que ça a beau partir dans tous les sens, je comprends l'esthétique de la série. Et en fait, plus ça avance dans la saison, plus j'étais un petit peu lassée. Donc j'avoue que je suis moins emballée maintenant qu'au début. C'est marrant parce que en fait, on repère tout de suite le côté jeu vidéo de la série, puisque voilà, c'est une adaptation de jeu vidéo très différente de The Last of Us, qui était aussi une adaptation de jeu vidéo. Parce que là, voilà, ça part vraiment dans tous les sens. Mais moi, ça m'a bien plu, en fait, le côté construction d'un univers. Il y a des repères, en fait, visuels, musicaux, esthétiques très forts qui sont posés dès le début. Et donc, je me suis totalement laissée embarquer là-dedans. Et je pense que comme dans une expérience de jeu vidéo contemporaine, juste l'idée de me balader dans cet univers-là avec des personnages que je trouve attachants me plaisait beaucoup. Et plus la saison progresse, plus il est question d'intrigue, en fait, et de démêler certains mystères qui, moi, me captivaient pas forcément. Et donc, j'étais moins prise par ça. J'ai pas été hyper prise par les mystères. On va pas. C'est juste que j'ai enfin trouvé un truc qui m'intéressait un peu. En fait, l'univers me plaisait pas trop, je dois avouer. Je le trouve un peu criard. Je trouve que justement, les codes musicaux ou ce genre de choses sont un petit peu artificiels, ou en tout cas, c'est un peu des gimmicks, quoi. Genre les chansons des années 50 de la oui, Soul moi, je suis qui reviennent systématiquement, ou des choses comme ça. Et puis, ouais, enfin moi, c'est un peu un univers qui m'a agressé l'essence. En fait, j'ai pensé assez rapidement, t'avais déjà dit dans de précédents épisodes que t'aimes pas les couleurs vives. Ah, là, c'était... Et clairement, il y a un côté cartoon Oui, voilà. dans Fallout. C'est criard, en fait. Ouais, selon moi. Oui, voilà. Pour toi, c'est pas beau, mais en fait, pour moi, c'est une esthétique qui est clairement démesurée, cartoonesque, très artificielle. C'est ce qui me pose problème quand la saison progresse, parce que du coup, je trouve que ça manque de gravité à un moment. Et au début, ça me dérange pas, parce que on est dans de la construction, donc je trouve ça fun, je trouve ça ludique. Et par contre, plus on avance, plus j'ai aussi envie quand même d'être émue. Ils essaient, mais ça fonctionne pas trop, parce que du coup, ouais. c'est vraiment des petites notes dans un univers qui est vraiment pas sérieux, quoi. Enfin, le problème, c'est que l'univers est pas sérieux, mais en même temps, il m'a pas fait rire non plus. Mais il y a aussi dans le côté jeu vidéo, il y a le côté elle se balade, un obstacle. Elle se balade, un autre obstacle. Enfin, il y avait un côté... Ça, j'aime bien, moi. Je sais pas, moi, ça m'a un peu lassée au bout d'un moment. Et puis, il y avait des choses... Enfin, il y avait des moments, des batailles, j'étais je me souviens, et c'est dans les premiers épisodes où il y a un truc où elle arrive dans une ville, c'est Philly, je crois, où il y a une bataille avec le soldat qui arrive et tout ça. Wow, oh là là, beaucoup de bruit pour rien. Ça n'a pas fait appel à mes sensibilités. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé à une amie commune à nous, Chloé, qui a adoré, qui a binge-watché ça avec son mec, et ils ont vraiment trouvé ça très très cool. Et j'avais du mal à comprendre, quoi, parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'est passé un peu au-dessus. Ouais, moi je trouve qu'il y a un côté très plaisant justement dans c'est ce dont on parle souvent. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui recherchent dans l'expérience du visionnage de séries, soit débrancher totalement son cerveau, soit une expérience très prestige avec un univers très sombre à la Mare of Easttown, et quelque chose qui soit une mini-série. Et là, en fait, moi je pense qu'il y a un côté très ludique où effectivement on peut débrancher son cerveau avec Fallout, mais sans que j'ai l'impression qu'on me fait bouffer de la merde. Et moi, c'est ce qui me pose problème avec beaucoup de ces séries-là, c'est que vraiment, je me sens insultée dans mon intelligence. Non, mais c'est vrai. Oui, où je trouve qu'on dirait des séries qui ont été écrites par un logiciel d'intelligence artificielle ou par des scénaristes sous-payés qui n'ont vraiment pas l'énergie pour trouver des bonnes blagues et qui ont été vraiment fabriquées à la chaîne. Et ça a été toute la problématique dont on a parlé pendant la grève des scénaristes et la grève de Hollywood de manière générale. Et là, je trouve que Fallout, il y a quand même une cohérence globale qui est plaisante. Après,
c'est plein de clichés. Sur l'écriture, je trouve que vraiment, ils n'ont pas fait suffisamment d'efforts. En fait, tu vois toutes les répliques venir avant qu'elles aient été prononcées. Il n'y a pas énormément de sincérité, je trouve. C'est le problème un peu trop gimmicky, comme tu dis, sur l'humour, en fait. Moi, ça me fait suffisamment sourire, mais du coup, quand ils essayent de faire des séquences d'émotions entre Lucie et son père ou sur le couple romantique de la série, ça ne fonctionne pas du tout. Parce qu'on sent qu'ils n'ont pas investi assez dans la construction émotionnelle au fil des épisodes pour qu'au moment où ça se produit, t'es là, je comprends pas, en fait, tout est 3e degré dans la série. Ouais. Et à ce moment-là, vous nous mettez une déclaration hyper romantique sur des gens qui se connaissent depuis 3 secondes. Pourquoi je suis censée vous faire confiance à ce moment-là émotionnellement? Donc ça, c'est un peu dommage, mais je peux comprendre pourquoi ça a plu à Chloé, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un côté très fun, mais en même temps qualitatif. Beaucoup plus qualitatif que beaucoup des trucs fun qu'on a vu passer ces dernières années, selon moi. Il faut quand même qu'on resitue un petit peu les personnages. Tu as mentionné Lucie, qui est clairement le personnage principal. Elle est jouée par Ella Purnell, qui a été remarquée dans Yellow Jackets. Là, elle est brune. Elle a les yeux les plus grands du monde. C'est ça, elle ressemble toujours à une poupée. Et d'ailleurs, très très bon boulot pour caster quelqu'un qui pourrait être la fille de Kyle MacLachlan. Oui, c'est vrai. Parce que c'est hallucinant à quel point ils se ressemblent. Qu'est-ce que tu penses du personnage ? Moi, j'ai plein de choses à dire sur ce personnage. Enfin, je sais pas si j'en ai plein, mais... Honnêtement, je l'aime bien. En fait, j'aime bien l'actrice. Je la trouve bonne et je la trouve attachante. C'est un cliché, le personnage. C'est un énorme cliché, même. C'est la jeune fille innocente qui découvre le monde et qui, en même temps, parvient à survivre à tout, étrangement. Mais je trouve que comme guide à travers cet univers, elle fonctionne bien. Quel est ton avis ? Moi, j'ai pas du tout le même avis, en fait. C'est marrant, hein, mais moi, je la trouve extrêmement crispante. Ah ouais ? À la fois le personnage et l'actrice. Honnêtement, je l'aimais déjà pas beaucoup dans Yellow Jackets, mais là, évidemment, ils l'ont castée pour ça. Elle a un visage de poupée et elle est là mise dans un univers au début très 60s et un univers très propre, où justement, elle n'a jamais été confrontée à la dureté de la vie sur la surface. Mais moi, je trouve qu'il y a plein de répliques qui, en fait, sonnent clichés aussi parce qu'elle les interprète de manière cliché. Il y a peu de choses qui me surprennent dans la manière dont elle joue. Et le seul truc que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, on comprend qu'elle a eu des cours d'autodéfense un peu toute sa vie. My name is Lucy McLean, and I'm an active contributor to the well-being of my community. Repair skills. I enjoy participating in the Young Pipers Association, which keeps me active. Science skills. Obviously, mine are nothing compared to my dad's, but I always relish a challenge. I also participate in gymnastics club, fencing team C, intermediate phys ed, and I dabble in riflery. Et que donc, une fois qu'elle se retrouve à la surface, elle arrive quand même à se battre plutôt bien, parce que même en étant élevée dans une bulle, elle a appris à se défendre et donc elle a de la ressource. Il y a des moments où elle est vraiment en danger, et elle est attachée et on se dit, moi je m'attendais même à ce qu'un personnage masculin vienne la sauver. Et finalement, non, elle s'en sort toute seule et ça, je trouve ça plutôt cool. Mais son côté, je suis vraiment trop mignonne et j'ai vraiment mes grands yeux qui se remplissent de larmes à chaque fois que je vois de la méchanceté, ça m'a fait péter un câble, en fait. Ah, moi, vraiment pas. Enfin, franchement, c'était vraiment pas le truc qui m'a dérangée. Pour le coup, elle m'a fait un peu rire dans le premier épisode, tu vois, quand elle se retrouve face à son futur mari, enfin, à son mari à ce moment-là, qui va pas faire long feu, et qu'il se déshabille, elle fait « okidoki » et elle commence à se jeter sur lui. Enfin, j'ai trouvé assez marrante, donc... Honnêtement, j'ai pas d'opinion très forte sur ce personnage, mais elle m'a pas dérangée en tout cas. Ouais. C'était vraiment pas un des trucs qui me crispait dans la série. Ouais, moi justement, j'ai trouvé que ce côté très propre et très naïf... c'est le principe du personnage en même temps. Ouais, mais je trouve que la manière dont c'est écrit et joué est plus crispante que surprenante ou attachante. Donc ça m'a un petit peu dérangée et déçue parce que c'est le personnage principal, donc c'est quand même un peu complexe si on l'aime pas. L'autre personnage très important, c'est Maximus, qui est un chevalier. Pas encore. Ouais. Enfin, à la fin de la saison, c'est un chevalier. Ouais. C'est un écuyer. Un écuyer. Un écuyer. Qui appartient à une confrérie. Pour le coup, là, c'est une communauté qui vit sur la surface de la Terre. C'est un peu les militaires
de c'est une cet milice, univers. quoi, un peu. Ouais. Mais qui reprend tous les codes moyenâgeux, en fait, de la confrérie avec le chevalier, l'écuyer. Et en même temps, il ressemble à des Transformers. Oui, c'est ça, puisque les chevaliers ont le droit de porter des grosses armures Transformers ou, comment ça s'appelle Warhammer. ou Pacific Rim. Moi, ça m'a fait Ah penser oui. à ce genre d'univers, en fait, parce qu'effectivement, c'est des gros robots qui sont pilotés par des humains. Qu'est-ce que tu penses de Maximus ? Peut-être qu'on va pas du tout être d'accord parce que moi, il m'a crispé de lui, tu vois. Ah ouais. Et, parce qu'il est un peu mou du genou, quoi. Et surtout qu'en fait, bon, c'est censé être un personnage un peu lâche, c'est ce qu'on comprend. Enfin, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui se découvre au fur et à mesure de la saison un courage qu'il n'avait insoupçonné. Mais au début, quand on fait sa connaissance, c'est quelqu'un qui est harcelé par ses camarades de promo et qui est un peu passif et a un côté un peu mou et assez lâche dans son comportement. En fait, je le trouve assez intéressant comme personnage, justement parce que c'est un personnage masculin qu'on voit pas souvent en termes de lead masculin, c'est-à-dire que c'est un héros d'une série d'actions et c'est le héros masculin et il est pas macho, il est pas dans des codes justement masculins traditionnels du tout, au contraire. Il a peur, il est vraiment pas courageux, quoi. Mais en fait, là où ça m'a dérangée, c'était plus dans sa relation amoureuse avec Lucie, parce qu'en fait, ils se croisent donc à plusieurs reprises avant de finir par faire une partie du chemin ensemble et de tomber en fait sous le charme l'un de l'autre. Et là où j'ai eu du mal à croire en fait à son attachement à elle envers lui, parce que justement, il est vraiment pas sexy, quoi. Enfin, il est gentil, mais il a un côté. Enfin, t'as pas les genoux qui tremblent, hein. Non, après, moi, ça m'a pas surprise parce que elle a pas vu beaucoup d'hommes dans sa vie, en fait. C'est pas son cousin, déjà. Non, c'est ça. C'est-à-dire que ça, c'est très marrant. Dans le premier épisode, on nous explique que vraiment, enfin, les seules options romantiques et sexuelles que t'as, justement, c'est tes cousins. Et qu'elle est super contente de rencontrer un homme qui vient d'un autre bloc que le sien. Et donc là, elle rencontre ce mec qui, en plus, a l'air honorable au moment où elle le rencontre, dans une scène où personne n'est honorable, où c'est vraiment, elle découvre un peu la dure réalité de la vie et tout le monde est en train de se tirer dessus. Et ce mec-là essaye de la sauver. Et donc, elle se dit, waouh, il y en a un qui vaut le coup, en fait. Donc moi, je peux le comprendre. Après, je suis d'accord avec toi. C'est pas un personnage qui est hyper sexy, celui de Maximus. Mais j'ai ressenti ce dont tu parlais aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un personnage surprenant pour le coup. Et ça m'a beaucoup plu. Et je trouve aussi que l'acteur, Aaron Moten, est surprenant dans sa manière de jouer. Et justement, en contraste avec elle, bon, il est perpétuellement renfrogné. Et je pense que à la longue, ça devient un peu pénible. Ouais, c'est bien. Dans les derniers épisodes, t'as envie de lui dire, bon, mec, enfin voilà, il faut se remettre maintenant. Après, il a l'air content quand il a du popcorn et un peignoir. C'est et ça. Ça, je peux comprendre. C'est ça, mais c'est vrai qu'il a une moue un peu boudeuse en permanence. Mais les premiers épisodes, en fait, je trouvais ça tellement rafraîchissant de voir cet acteur-là jouer ce personnage-là. Je me suis dit, ça, je l'ai pas vu souvent. Et surtout que, il est dans cette posture où il part, donc c'est l'écuyer d'un des chevaliers, donc robotiques, et finalement, ils s'entendent pas bien tous les deux. L'autre est blessé et il lui vole son armure et il se fait passer lui-même pour un chevalier. Et donc, c'est ce mec un peu faiblard qui se retrouve dans la cuirasse super macho de la série. Donc, je trouve que ça marche très bien et je l'ai trouvé assez divertissant. Mais personnellement, mon préféré... J'étais sûre. Alors moi, vraiment... C'est le personnage de Walton Goggins qui joue la Goule, qui est donc un zombie en fait, mais avec une mythologie très différente dans cette série où ils doivent s'injecter des trucs pour continuer à vivre en fait, sinon ils se décomposent. Ah, j'ai pas compris. Il y a quand même toute une partie de l'intrigue, tu devais dormir à ce moment-là, mais il y a un épisode entier où tout l'objectif, c'est pour lui, c'est de récupérer les petites capsules qui lui permettent de pas se décomposer, parce que sinon... Je me suis endormie un moment pendant un épisode, j'avoue, donc ça devait être ça. Mais ça, en plus, c'était un très bon épisode. Hein. T'as raté un épisode entier, en fait, voire plus. Non, T'as vu le moment où elle se fait attaquer par le gros poisson ? Oui. Parce que du coup, c'est à ce moment-là, pour se défendre, elle casse par inadvertance les petites fioles que lui transporte tout le temps avec lui, qui lui permettent de survivre. Parce que sinon, sa santé commence à affaiblir à lui et il a besoin de s'injecter ce produit en permanence pour ne pas devenir un zombie total. D'accord, ok. Et donc après, il y a toute la side quest, effectivement, dans un épisode où ils sont tous les deux forcés de faire un bout de route ensemble et lui, il essaye de trouver ces petites fioles-là. Et donc, il est joué par Walton Goggins, qui est un incroyable acteur. Et je trouve que ça se sent vraiment. C'est un des gros vétérans de la série. Il y en a d'autres, mais lui, vraiment, c'est quelqu'un qui a énormément marqué l'univers de la télé, qui était très marquant dans Justified, mais qui a aussi été dans The Shield, Sons of Anarchy. En fait, il est souvent abonné au rôle de méchant parce qu'il a quand même une gueule très particulière.
Et moi, c'est ça, en fait, qui m'a fait rentrer dans la série, c'est que l'ouverture de la série, elle est avec lui, et il joue quelqu'un de gentil, au début. Et je me suis dit, oh là, pourquoi ils ont mis Walton Goggins dans un rôle de père un peu aimant, qui a du charme, mais voilà, qui est plutôt inoffensif. Et après, quand j'ai vu que c'est la Goule 200 ans plus tard, j'ai compris tout l'intérêt de l'avoir casté lui. Parce qu'il a beaucoup d'âme, en fait, alors que justement, il est défiguré pendant les 3/4 de la série. Mais moi, je trouve qu'il joue très, très bien et que c'est peut-être le personnage qui m'intéresse le plus. C'est aussi un de ceux qui est le plus développé parce qu'il a 2 timelines. Mais moi, vraiment, c'est pour lui que je regarde, en fait. Pas moi. Après, ceci dit, je dois dire que à la toute fin, en fait, ça se finit, ils partent, lui et Lucy partent en mission pour retrouver lui, sa famille, et elle pour chasser son père. Et ça m'a intéressée. Je me suis dit, tiens, ça, c'est un bon duo de voyage, plutôt que elle avec l'autre qui fait la moue tout le temps. Là, il n'y a pas d'ambiguïté romantique et il y a une dynamique qui est tellement différente et ils sont tellement aux opposés que je trouve ça beaucoup plus intéressant, quoi. Et de toute façon, elle, je trouve qu'elle devient plus intéressante au fur et à mesure de la série parce qu'elle s'endurcit un peu et elle devient un peu moins naïve, quoi. Oui, elle est un peu plus grise aussi dans sa morale. Pour moi, c'est super qu'ils se réunissent à la fin parce que ce qui m'a le plus plu dans la série, c'est l'épisode qui passe tous les deux. Parce que justement, c'est un duo mal assorti qui fonctionne très très bien. Et on sent qu'ils vont beaucoup apprendre l'un de l'autre et être attendris l'un par l'autre. Et j'attendais vraiment le moment où ça allait être creusé un peu plus parce qu'ils se séparent assez vite au milieu de la saison. Et ça m'a frustrée parce que je trouvais qu'ils fonctionnaient vraiment trop bien ensemble. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et lui, je le trouve vraiment super. Et j'ai beaucoup aimé découvrir les scènes de flashback avec lui. Même si je dois reconnaître que la meilleure, c'est la première en fait. Oui, c'est vrai que la première séquence, pour moi, c'est la plus réussie de toute la série, en fait. C'est-à-dire que c'est un goûter d'anniversaire. Alors, au final, je pensais que c'était les années 60, mais de ce que j'ai compris, en fait, c'est 2077, mais ça ressemble aux années 60. Ouais. C'est dans une maison, une grande maison avec des baies vitrées sur les hauteurs d'Hollywood. Donc, on a la vue sur tout Los Angeles en dessous. Et c'est un goûter d'anniversaire pour des enfants. Donc, il y a plein d'enfants qui sont présents avec des parents aussi. Et ce qu'on comprend, c'est que la télé est allumée, elle est très vite éteinte parce que, en fait, on comprend qu'il y a une menace atomique, carrément, qui est imminente, mais que les adultes préfèrent ignorer pour continuer à prétendre que tout va bien, quoi. Crumbled this morning in Anchorage, Alaska. The specter of nuclear war facing this nation for 10 long years is final. It's the party. Let's just focus on the party, okay? Et dans cette scène, il y a aussi donc le personnage qui est joué par Walton Goggins, qui en fait, on l'apprend, est un ancien acteur très connu de western, qui en plus avait un geste caractéristique où il faisait le pouce levé, quoi. Et donc là, il est là avec sa fille et il est avec un cheval et il pose et il fait un peu le show pour les enfants. Donc on comprend que c'est un acteur un peu has-been, ce qu'on voit pas dans le reste enfin, on le voit dans le reste de la saison, mais on peut s'interroger sur comment il en est arrivé là à ce moment-là, quoi. Je pense que ce sera montré plus tard. Et donc, on comprend un peu déjà les dynamiques un peu entre les autres adultes et lui, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument qu'il pose pour la photo avec le pouce levé, il veut pas le faire parce qu'il dit que ça va péter, enfin, il va y avoir des bombes atomiques dans 3 minutes, donc il est pas trop dans le mood, quoi. Et en fait, à la fin de cette scène, donc il y a les bombes qui commencent à tomber et on voit les champignons atomiques qui apparaissent à tous les coins de Los Angeles et qui s'approchent avec la vague qui arrive, quoi. Et on voit déjà en fait les dynamiques de pouvoir aussi, où 2 meilleurs amis qui étaient en train de rigoler, 2 adultes, il y en a un qui rentre au sous-sol et qui empêche l'autre d'y aller, quoi. Et à ce moment-là, le personnage qui va devenir la Goule après, lui, s'enfuit avec sa fille. Et c'est l'ouverture de la série. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le moment justement avec sa fille où tous les enfants sont à l'intérieur de la maison et elle est à l'extérieur. Donc, il y a tout de suite un marqueur très clair en fait de classe. Ils ont un moment un peu touchant où elle lui dit « Ah, j'aimerais bien avoir du gâteau ». Il lui dit « Bon, attends, je vais voir si je peux t'en récupérer ». Mais clairement, elle n'est pas à sa place en fait. Donc, elle n'est pas censée avoir droit au gâteau. Et vraiment, voir Walton Goggins dans ce moment-là, moi, j'étais trop fan. Et elle lui dit mais c'est quoi l'histoire du pouce en l'air ? Enfin, en fait, il lui explique que pour repérer si une menace nucléaire est grave ou pas, si un champignon nucléaire peut vraiment nous toucher ou pas, c'est s'il est plus gros que la taille du doigt, quand on met son doigt devant son œil. Ça, c'est le setup. Et quelques instants plus tard, elle lui dit et là, attends, c'est ton pouce ou mon pouce ? Is it your thumb or mine? Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, puisqu'on comprend, avant de l'avoir vu, que la bombe vient d'être lâchée.
et que la menace qui paraissait un peu irréelle 30 secondes plus tôt, bah là, elle est en train d'arriver tout de suite maintenant. Et je pense qu'en plus, c'est un truc qui est tellement présent dans l'imaginaire global. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une bombe nucléaire qui est lâchée. Et là, on le voit sous nos yeux. Moi, j'ai adoré le mystère, justement, c'est un univers, au début, on dirait les années 60, on dirait Mad Men. Et en fait, au loin, dans Los Angeles, il y a des gratte-ciels futuristes. Oui. Moi qui connaissais pas du tout l'univers du jeu vidéo, je me suis dit, mais on est en quelle année ? C'est génial, en fait, le contraste entre les deux. Donc, ça m'a posé plein de questions. Et c'est vrai que je trouve que la série, après ça, est un peu moins bonne. Ouais. Mais c'est une excellente manière de faire une entrée en matière, quoi. Ah oui, carrément. Non, moi, j'ai tout de suite été intriguée. Donc, c'est pour ça qu'après, j'étais un petit peu déçue. Mais c'est vrai que même l'esthétique, en fait, qu'on retrouve, en fait, dans les volts après, au sous-sol, dans les appartements, en fait, pas dans le reste, mais dans le côté un peu rétro-futuriste, ça, c'est très plaisant. Je pense qu'on va découvrir un petit peu plus justement pourquoi il y a une esthétique 60s qui a été mélangée au futur. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils reproduisent aussi le contexte politique des 60s et de la guerre froide. Ouais. Non seulement avec la menace de la bombe, mais aussi avec McCarthy et la menace du communisme. Puisqu'on comprend, et c'est sans doute ça qui lui est arrivé aussi à cet acteur, qu'il y a une dynamique de pouvoir compliquée entre les communistes et les autres à Hollywood. On l'entend parler d'acteurs qui ont perdu leur job à cause de ça. Il y a des réunions secrètes qui se font et lui va en participer à une. Ça, j'ai bien aimé, en fait. Parce que lui, en fait, travaille pour Voltec, qui est donc l'entreprise qui est la plus grosse entreprise américaine qui, en fait, est en train de développer des abris anti-atomiques. C'est vraiment l'intrigue principale dans le reste de la série. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est que y a de la part justement des acteurs communistes, le point de vue, c'est qu'ils sont en train de profiter d'une catastrophe imminente, voire de l'encourager. Et on voit après plus tard que carrément il la déclenche pour pouvoir en profiter financièrement, quoi. Et donc lui, comme il fait la pub de ça parce que sa femme y travaille, il se retrouve écarté de pas mal de films et il perd des opportunités parce qu'il est perçu comme un vendu. Et il est en désaccord politique de plus en plus avec ce qu'il fait aussi. Enfin, on comprend qu'il est mal à l'aise avec... on comprend en fait qu'il le fait parce que sa femme lui demande de le faire sans trop se poser de questions au début. Et puis parce qu'en fait, lui-même, on comprend que c'est un vétéran. Il parle d'un truc en Alaska, donc il y a eu une guerre visiblement là-bas, quoi. Mais c'est pas très il y a précis. La Nouvelle République de Californie. Enfin, il y a aussi... C'est marrant parce qu'il joue quand même sur le contexte politique aussi actuel aux États-Unis et sur des trucs qui ont toujours été présents dans l'imaginaire populaire américain sur les factions qui pourraient se créer ou les États qui pourraient devenir indépendants aux États-Unis. Mais oui, du coup, c'est un vétéran, donc on comprend qu'il est plus du côté conservateur à la base, mais il découvre justement au fur et à mesure, à travers justement des acteurs avec qui il avait joué ou des choses comme ça, que Voltec est beaucoup plus sombre que ce qu'il n'y paraît. Et c'est vraiment lui qui a cette prise de conscience dedans. Et on comprend justement, moi c'est ça que j'aime bien dans son personnage dans le reste de la série, quand on le voit 200 ans plus tard. On comprend en fait qu'il est devenu très amer et qu'il a compris toutes les dynamiques en fait de cet univers et que c'est peut-être lui qui les comprend le mieux en fait. You can't treat people like this. Yeah, why is that? Because of the golden rule. Do unto others as you'd have done unto you. Stop. Where are we going? What about the head? I need the head to get my dad back. Yeah, well, the Wasteland's got its own golden rule. Oh, what's that? Thou shalt get sidetracked by bullshit every goddamn time. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'on sent que c'est un personnage qui est un peu rebutant et menaçant, mais qui en même temps a une forme de sagesse. Et on voit cette sagesse se bâtir dans les flashbacks. Moi, j'aime bien les flashbacks. Enfin, c'est parmi mes... Je trouve que ce personnage est intéressant, quoi. Après, passer du temps avec lui sans son nez, là, pendant... c'est pas un moment plaisant pour moi. Mais les flashbacks, je les aime bien. Ouais. Oui, moi, j'aime beaucoup le côté futuriste aussi, où il est transformé en ghoul. Parce que, pour le coup, moi, ça vient gratter le petit truc non seulement zombie, mais aussi western, où en fait, il joue très clairement sur le fait que c'était un acteur de western. Et voilà, et donc maintenant, c'est devenu un super bon tireur. Il a un accent du Sud qui est surjoué, il a un chapeau de cow-boy. Oui, c'est ça, il a le look aussi. Enfin, de toute façon, il y a énormément de codes du western, parce que même vu que ça a été complètement rasé, en fait, les lieux qui existent encore, c'est comme des colonies, ce qu'on appelle en anglais des settlements, quoi. Enfin,
des espèces d'espaces de communauté qui ont été reproduites au milieu de nulle part, au milieu du désert et tout ça. Et ça rappelle vraiment les westerns avec le saloon, les mecs pas commodes qui sont en train de vendre des trucs, qui font des trucs illégaux. Oui, le mec qui vend ses élixirs pour soigner, où il voit un mec qui a le pied coupé, il dit alors j'ai un élixir pour faire repousser votre pied. Les hors-la-loi et ceux qui font leur loi, la loi par eux-mêmes et tout ça. Ils jouent vraiment sur ces codes-là. Je suis pas du tout sensible au western, moi, en général. Enfin, vraiment, c'est pas un genre qui me parle du tout. J'en ai vu pas mal, mais vraiment, ça me passe au-dessus de la tête. Donc, pareil, ça aussi, ça m'a pas trop parlé, quoi. Mais je comprends que ça puisse séduire pas mal de monde. Ouais, c'est ça. Moi, je crois que en fait, je suis très sensible à ça. Deadwood, ça fait partie de mes séries préférées et je retrouve là totalement ça. C'est mixer Deadwood avec un jeu vidéo de zombies. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien, le western post-apocalyptique. Et d'ailleurs, la scène de fusillade, justement, où lui, il est contre le gérant du saloon et après le robot qui arrive et tout. Moi, cette scène d'action, elle m'a vachement plu parce qu'il dégomme toute la ville et que ça reprend vraiment tous les codes du western. Bon, quand il y a le Transformer qui arrive, j'étais moins dedans, justement. Mais tout le côté un peu primitif me plaisait beaucoup. You know your kind ain't welcome here. Well, maybe not. But I'm gonna make myself welcome. J'aime beaucoup globalement les scènes d'action et la violence de la série. Il y a un côté gore très cartoon aussi qui me plaît beaucoup, mais bon ça voilà, c'est parce que c'est un genre que j'affectionne pas mal. Mais il y a un moment où Maximus il utilise son armure justement pour éclater la tête de quelqu'un et j'ai trouvé ça absolument jouissif. Ouais, et puis même, il y a des trucs qui sont marrants au niveau de... Enfin, par exemple, il se balade quand même... Ça, c'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment marrant. Il se balade toute la série avec une tête découpée, quoi. Enfin, qui est de plus en plus pourrie et grise. C'est ça. Et il lui parle. Et puis, ils ont aucun problème avec... même elle, elle doit lui découper la tête quand le mec meurt. Et c'est un scientifique qui a une sorte de formule en lui qu'il faut récupérer. Et en fait... Elle lui découpe la tête et puis après elle se balade avec et puis elle songe lui mettre une grenade dedans, elle lui met un truc dans la narine. Enfin, il y a un côté, c'est l'esprit de la série où... C'est irrévérencieux. Ouais, mais ça va pas assez loin en fait. Enfin, pour le coup, je trouve que ça aurait pu me faire plus rire en étant vraiment dark, quoi. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'en fait, à l'époque où on est maintenant, il y en a de plus en plus des séries qui sont extrêmement gore et révérencieuses et qui s'amusent avec la violence et avec un humour très très sombre. Et là, peut-être que ça vient du fait que c'est un jeu des années 90, qu'il y a peut-être des choses à updater, mais je suis d'accord avec toi. Ils auraient pu pousser le truc encore plus loin. Et pour moi, les séquences les plus jouissives, c'est quand ils y vont à fond dans la violence vraiment dégueu, mais qui est tellement grotesque que, évidemment, voilà, on en est totalement détaché. Ça me rappelle les bons moments de The Walking Dead que tu vas devoir regarder pour un futur épisode de ce podcast. Et ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, il faut aussi qu'on dise que dans le casting, il y a du beau monde. Tu as parlé de Kyle MacLachlan, mais il y a aussi Sarita Choudhury qui joue Lee Moldaver, qui est un peu la grande méchante de la série. Sarita Choudhury qui maintenant est dans toutes les séries en fait. Ouais. C'était la meuf de Sol dans Homeland. Elle est magnifique et là elle est dans And Just Like That. C'est la nouvelle BFF de Carrie. Enfin, on comprend que c'est un peu celle qui est censée remplacer Samantha, quoi. Ouais. Et là, du coup, oui, elle joue un peu la méchante qui est pas si méchante que ça, en fait. On comprend qu'elle est plus, justement, politiquement, la leader du mouvement de libération de ceux qui sont restés comme des pauvres ploucs sur la planète à se faire griller par les radiations. C'est une actrice qui est extrêmement charismatique, donc je suis ravie, justement, de la voir un peu plus, parce que je me souviens que déjà dans Homeland, ça m'avait frappée. Enfin, tout le monde se dit, c'est qui cette meuf qui est juste là pour jouer la femme de Sol, alors qu'elle est magnétique. Et ça fait plaisir, en fait, de voir un casting de vétérans de la télé. Que ce soit elle, Walton Goggins ou Kyle MacLachlan. Il y a aussi Zach Cherry, qui est un peu moins connu, mais qui était dans Severance et qui, lui aussi, est partout maintenant, en ce moment. Il joue Woody, qui est un des administrateurs du Vault, qui est juste là pour de l'humour, hein, globalement, mais cet acteur est super bon et il le fait très bien, en fait, ces petites scènes humoristiques. Et puis, parmi les gros vétérans, il y a aussi Michael Emerson, qui joue le scientifique dont la tête est découpée, qui était dans Lost, qui est aussi le mari de Carrie Preston. Ah, c'est vrai. C'est le power couple des séries télé et eux deux, ils sont vraiment dans toutes les séries, quoi, surtout les séries procédurales. Lui, je voulais qu'il reste plus longtemps parce que je l'aime. Moi aussi. Et par exemple, en fait, c'est marrant parce que je trouve que, je sais pas si toi, il y a des personnages secondaires qui t'ont frappé, mais moi, je trouve qu'ils étaient limite mieux que justement les personnages centraux qui méritent d'être creusés. Et lui, en fait, par exemple, la relation qu'il a avec son chien est bien mieux écrite émotionnellement que Lucy et Maximus. Honnêtement, mon personnage préféré, c'est ou celui qui m'a le plus intrigué et plu.
C'est le frère de Lucy. Ouais, je l'adore aussi. Je le trouve déjà parce que c'est pas un personnage qui est joué par un acteur qui fait lead. Enfin, il fait un peu petit mec lambda. Il est gringalé, il fait 1m50 à côté de l'autre héros masculin qui est dans le même truc que lui. Il fait 3 têtes de moins. C'est ça. Et puis en plus, on comprend qu'il en a un peu rien à foutre de tout. Tous les métiers qu'il fait, il le fait avec le même manque d'enthousiasme et de talent. Et à un moment même, ils veulent le punir en le mettant sur un métier chiant et ils se rendent compte qu'en fait, il s'emmerde dans tout. Donc ils sont là, merde, c'est très difficile de te punir. What are we gonna do with you? Punish me with a demotion, I guess. You've worked janitorial, you've done kitchen duty. Are you aware that at every job you've been assigned to, your performance review has been lax enthusiasm? It's a predicament, isn't it? How do you demote someone who equally dislikes every job he's ever worked? I suppose it is. Et lui, en fait, il mène sa petite enquête et il commence à comprendre des choses un peu tout seul. Et franchement, c'était le truc qui m'intéressait le plus, en fait. Parce que déjà, je trouve que l'acteur était vraiment bon, que c'était justement un peu surprenant et que sa petite enquête m'intéressait. Donc, je suis complètement d'accord et je trouve aussi que c'est une des rares intrigues où il surjoue pas l'humour un peu poète-poète. Non, du tout. Qu'il y a beaucoup dans la série. Et donc, ça fait du bien aussi d'avoir un tout petit peu de gravité et un peu d'émotion. On sent qu'il est quand même... il traverse des choses, quoi. Ouais. Et il a perdu toute sa famille. Et ouais, moi, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de voir ce qui va lui arriver par la suite. Un autre que j'ai beaucoup aimé, c'est l'écuyer de Maximus. Ah oui, le pauvre. Ouais, voilà. Lui, pour le coup, il est plus là pour l'humour, mais il m'a beaucoup touchée puisque au début, en fait, il fait partie de ceux qui harcèlent. Maximus, c'est un de ses camarades. Et il est envoyé pour assister le chevalier et il sait pas que Maximus a pris l'armure du chevalier, donc que c'est un de ses anciens souffre-douleurs qui se cache à l'intérieur. Et il est en totale révérence devant lui. Il veut être adoubé à tout prix. Il se confie aussi sur le fait qu'il avait harcelé Maximus et qu'il avait fait pour se protéger lui-même et tout ça. Et j'ai adoré, moi, ces scènes-là, en fait. Ouais. Et j'étais triste qu'ils arrivent trop rapidement à la résolution entre eux parce que Maximus donc, a envie de lui dire tu sais, c'est moi à l'intérieur de l'armure. Et en même temps, il n'ose pas trop lui confier. Et puis, il le fait en fait assez rapidement, alors que pour moi, cette dynamique, elle aurait pu tenir sur 4 ou 5 épisodes. Ah ben, ça m'aurait saoulé au bout d'un moment. Il est très amusant, il est très touchant. Et après, à un moment, il a son pied qui est totalement défoncé, c'est dégueulasse. Et il prend un élixir sans le savoir qui le transforme en zombie, donc qui guérit son pied. Mais à partir de là, il est un peu condamné à ne jamais mourir et avoir besoin de prendre cette potion pour ne pas se décomposer en permanence comme les autres ghouls. J'espère qu'il reviendra dans les futures saisons parce qu'il est très amusant. On sait comment Moldaver reste aussi jeune et aussi bonne tout le long. Je me suis posé la question parce que ça aussi, c'est un Ça mystère. fait 200 ans qu'elle est là, quand même. Ouais, voilà, on voit que l'autre, Walton Goggins, la ghoul, il est quand même bien abîmé. Et on comprend pourquoi il est resté en vie. C'est plus un être humain, quoi. Ouais, et en fait, Kyle MacLachlan et Moldaver sont très bien conservés, alors que... Lui, on comprend pourquoi, MacLachlan. Oui, mais donc je pense qu'elle, il y a peut-être eu accès à la même technologie, en fait. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils étaient au final à peu près dans les mêmes cercles 200 ans plus tôt. Donc ça m'étonnerait pas qu'elle ait été conservée comme le personnage de Kyle MacLachlan. Alors j'ai pas tout compris avec leurs histoires de tubes et je sais pas quoi, mais non plus. En fait on comprend qu'il y a eu des expérimentations qui ont été menées sur certaines populations mises dans les Vaults par cette grande entreprise qui gère un peu tout, et que donc Kyle MacLachlan était un des employés phares de cette entreprise-là. Oui, en fait, c'est-à-dire que chaque Vault est le lieu d'une expérimentation pour voir un peu quelle serait la meilleure société qui peut émerger après, une fois que tout le monde est mort à la surface, quoi. Et les Vaults 31, 32 et 33 sont dirigés en fait par des anciens employés de Vault-Tec qui sont mis dans du formol en gros et qui sont réveillés quand ils doivent prendre la tête de la 32 ou de la 33. Et ils sont contrôlés par un... Ça, c'était pas mal parce qu'ils sont contrôlés par un espèce de cerveau qui, en fait, tu dis, ça va être terrifiant. Il arrive dans la Vault 31, qu'est-ce qui va lui arriver et tout ça. Et en fait, il y a rien de... Au final, il se fait quand même enfermer, le pauvre. Enfin, c'est le frère de Lucy. Mais dans la scène, vraiment, le cerveau est pas du tout menaçant parce qu'il est sur des petites roulettes et c'est un peu pathétique, quoi. C'est amusant. Et puis, il révèle, en fait, tout ce qu'il faut pas révéler. Il dit, alors, n'allumez surtout pas les lumières et puis ne regardez surtout pas à tel endroit et n'appuyez surtout pas sur tel bouton. Encore une fois, c'est assez cliché, c'est-à-dire qu'on l'a déjà vu, ça rappelle vachement tous les personnages de Star Wars, en fait, R2-D2 et compagnie, mais c'est suffisamment amusant et bien écrit pour que ça marche. C'est inoffensif, quoi. Ouais.
Il faut aussi dire que c'est un tout petit caméo, mais il y a quand même Fred Armisen. Ouais. Ça fait vraiment plaisir de le voir. J'aime bien son caméo pour le coup, ça m'a fait Ouais, marrer. moi De toute façon, aussi. j'aime beaucoup Fred Armisen. Donc, Il a un excellent timing comique, il est très drôle. Donc, c'est un acteur comique qui est connu pour plein de choses, pour Portlandia, pour Saturday Night Live. Là, il joue juste un petit mec qui demande rien à personne, en fait, et qui voit l'armée arriver et qui se dit « Ouh là là, je vais refermer tout de suite ma fenêtre. » Bon, ce qui est très drôle, c'est qu'il joue un mec qui n'a jamais entendu de vraie musique et qui pense que ce qu'il joue, en fait, est la musique d'autrefois. Et alors que c'est des trucs hyper discordants et c'est horrible. Ouais. You're saying earlier that some people, they don't like the sound of this music? Really? Oh, people get fully mad. Oh. The thing no one appreciates is these are the original recordings. Oh, You can't get that warm sound anymore. You know, the bass, the treble, the mids. Il me semble qu'il y avait un sketch de SNL où c'était des chansons peut-être, avec Kristen Wiig où il faisait vraiment un truc mais absolument atroce et c'était censé être des musiciens tous les deux mais personne veut les écouter parce que c'est affreux ce qu'ils font. Mais oui, cœur sur lui. La série est coproduite par Jonathan Nolan, qui est le frère de Christopher, le fameux, et co-scénariste de certains des meilleurs films de Chris Nolan, et Lisa Joy. Ils sont en couple et c'est aussi un grand duo créatif qui était derrière la série Westworld. Est-ce que tu retrouves dans Fallout des éléments de Westworld ou pas du tout ? Bah, le côté western, très clairement. Visiblement, ils adorent ça. Hein. Western science-fiction, en fait, avec trucs à clé et tout. Après, moi, Westworld, ça m'a pas marqué des masses. On va pas se mentir, j'ai dû regarder 1 saison et demie. Donc Bah pour moi, le problème, c'est que la première saison de Westworld, je l'avais trouvée géniale. Il y avait plein de mystères. Ça a aussi été le moment, je pense, où on a un peu cassé quelque chose avec les séries boîte à mystères, parce qu'ils en mettaient tellement que ça devenait épuisant. Et surtout, on est arrivé à un stade où Internet était plus rapide que les séries pour découvrir toutes les bonnes théories. Et donc, tout a été un peu gâché parce que plein de gens sur Internet ont trouvé un peu la réponse de la saison 1 avant que la série n'y arrive. C'était un petit peu décevant, mais moi, j'adorais l'univers de science-fiction de Westworld. Il y avait un côté quand même une patte un peu plus prestigieuse. C'était une série HBO et ça se sentait aussi dans la production. Et après, à partir de la saison 2, c'est devenu vraiment pas ouf, je trouvais, même si j'ai continué à regarder, mais un peu à contre-cœur. Donc là, ça me fait un peu peur pour la suite de Fallout, parce que j'ai trouvé aussi, en arrivant à la fin, qu'ils grillaient plein de cartouches super vite, et qu'à la fin de la saison 1, on se dit, bon bah ok, moi j'ai hâte de voir le duo Lucy-Gould, mais à part ça, ils ont quand même résolu plein de choses, y compris un des plus gros mystères, justement, sur les Volts, donc je me dis, qu'est-ce qui reste à découvrir, quoi. Et j'ai un peu peur que la série tourne en rond après. Après, moi, j'ai pas senti ça, mais je pense que je me suis pas trop posé de questions sur la masse d'histoires qu'ils pouvaient tirer, mais parce que moi, j'étais intriguée justement par la ville vers laquelle ils vont, enfin, là où on voit Cal MacLachlan, ce qu'il regarde à la fin, et puis le côté road trip avec l'autre, enfin... J'avoue que il y a pas des masses de mystères qui me tiennent encore éveillée, quoi. À part de savoir comment elle est restée aussi jeune. Quel est son secret de longévité. Ce qui m'intrigue plus, c'est ce qui s'est passé avant les bombes atomiques que ce qui se passe maintenant. J'espère qu'il y aura encore des flashbacks. Je pense parce que là, en fait, on le quitte, lui, l'ancien acteur qui est marié à la meuf de Voltec, on le quitte au moment où il se rend compte, à l'époque, dans les flashbacks, de l'ampleur du truc, où il se rend compte que sa femme est diabolique, littéralement. Oui, et sa femme propose d'anéantir la planète avec une bombe atomique. Exactement. On le quitte là, et on ne sait pas comment il est passé de ça à faire des shows dans des anniversaires d'enfants, parce qu'à ce moment-là, il est encore riche, il vit avec sa femme et tout ça, donc voilà. Ouais, en plus, j'ai beaucoup aimé les scènes de romance qu'il y a entre lui et sa femme au début de la série. J'ai hâte de voir comment leur relation va sans doute se dégrader maintenant qu'il a découvert la vérité sur elle. Mais ouais, moi je trouve juste cet acteur tellement charismatique que je peux le suivre très longtemps dans une série et je pense qu'il savait très bien ce qu'il faisait en l'embauchant aussi. Pourquoi tu penses que maintenant toutes les séries semblent être adaptées de jeux vidéo et parler de science-fiction ? Je pense parce qu'en général, en vrai, c'est des séries qui reprennent soit des romans à succès, soit des jeux vidéo à succès. Donc, il y a déjà une base de fans pré-établie. Donc, ils savent que ça va être regardé, qu'il va y avoir une anticipation, ce qui n'est pas le cas de séries qui sont des séries originales et qui sortent un peu de nulle part. Ça, c'est l'héritage de Game of Thrones, d'ailleurs. Oui, totalement. Et il y a aussi le côté, tu sais que tu peux les faire durer pendant plusieurs saisons. Je pense aussi que, je sais pas, il y a peut-être une fatigue du monde dans lequel on vit. C'est ça, moi, clairement, je pense que sur le côté post-apocalyptique, en fait, c'est devenu
Une préoccupation réelle, je pense, pour plein de gens. Enfin, on le voit de plus en plus depuis des années. Il y a des gens qui se préparent pour l'apocalypse de manière très sérieuse. Moi, j'ai déjà mon plan, personnellement. C'est quoi ? T'inquiète, avec Laura, on a tout préparé. Ah ouais, bon. D'accord. Voilà, en Corrèze. Super plan. Faudrait Sachant que j'apprenne à toujours conduire pas le avant. permis. Voilà, c'est ça. ce que j'allais dire. Non, et puis vraiment, on en parlait l'autre jour avec des gens de Slate où on se disait, mais quelles sont nos compétences pratiques si on se retrouve après l'apocalypse ? Moi, je ne sais rien faire, donc à part animer le club de débat, je peux vraiment, je sais pas coudre, je sais même pas tricoter. Moi, je sais coudre et tricoter. Je sais pas conduire, je sais à peine cuisiner. Enfin, franchement, je me dis, mais l'apocalypse n'aura pas besoin de moi et je vais mourir très vite. Mais généralement, un peu comme Glenn dans The Walking Dead, il faut un personnage qui ait une bonne connaissance de la pop culture et qui justement connaisse bien... Pour faire des blagues ? Non, pour connaître les trucs de zombies, pour pouvoir dire « Ah non, mais là, d'habitude, il se passe ça, donc il faut pas faire ça et il faut regarder le plan, etc. » Donc peut-être que je pourrais être cette personne. Moi, je sais désosser un poulet. Bravo. Merci. On ira vraiment pas loin, toi et moi. Non, mais je pense qu'il y a, en fait, déjà, donc c'est une préoccupation très réelle. On l'avait vu même dans les séries françaises réalistes, oui, comme avec L'Effondrement, voilà, qui était super et moi qui me hante encore, en fait, cette série, parce que ça paraissait très réel. Il y a eu Years and Years, horrible aussi, enfin cauchemardesque. Ce qui est très marrant, j'y repense beaucoup à cette série parce que je me souviens qu'à l'époque, on avait dit non, mais ça va trop loin, alors que tout ce qui se passe dans cette série s'est passé depuis. Ouais, pour moi, c'était trop proche de notre réalité, en fait, et c'est ça qui m'angoissait énormément, c'est-à-dire que je prenais aucun plaisir à la regarder. Moi, je trop trouve ça anxiogène. absurde, en fait. Je me disais, il délire un peu, quoi. Ouais. Je suis beaucoup trop optimiste. Mais ouais, donc clairement, c'est normal que le côté post-apocalyptique soit dans l'air du temps. Sur les jeux vidéo, je pense que très clairement, on est dans un monde de franchise maintenant. Et post-IP, c'est ce que disent les présentateurs de The Watch tout le temps. Mais ça, pour le coup, c'est la marvelisation de la pop culture, où ils ont trouvé une mine d'or en relançant Marvel au cinéma comme ça, et en créant plein de petits, où donc maintenant, c'est des séries, des films, des BD, des jeux, des jouets, etc. Et avec un jeu vidéo, on peut faire ça. On peut créer un univers entier qui va grossir, et c'est une entreprise en fait financière à part entière. Ce qui est fou, c'est que là, dans Fallout, c'est une dénonciation vraiment pas subtile en plus du capitalisme, mais le fait même d'avoir Amazon qui adapte ce jeu vidéo-là en série, c'est un petit peu méta. Donc moi, je pense que c'est pour ça qu'on en voit plein. Après, ça en dit long aussi sur dans quelles mains on met ces séries-là, parce qu'on a vu avec The Last of Us qu'il pouvait y avoir une entreprise créative vraiment très intéressante à partir d'un jeu vidéo qui était aussi très populaire. Ils ont fait de vrais choix dans l'écriture avec cet épisode entier qui était centré sur le couple de mecs. Et là, dans Fallout, je trouve moins ça. Après, encore une fois, je me plante peut-être parce que j'y connais rien en jeux vidéo et j'y connais rien en ces deux jeux vidéo. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est pas les mêmes types de jeux vidéo aussi à l'origine. Donc, c'est pas le même univers qui est adapté. Et je pense que The Last of Us se prêtait peut-être plus à une patte prestige et à des moments, justement, d'épisodes bottle où on peut développer un peu plus la profondeur psychologique de certains personnages ou des choses comme ça. Alors que je pense que Fallout, c'est un univers, en tout cas de ce que je vois dans la série, qui est tellement grand guignolesque que ça s'y prête un peu moins, je pense, quand même. Ouais, mais en fait, dans The Last of Us, il y a une épure dans l'intrigue même, puisque c'est centré sur uniquement deux personnages qui doivent faire la route ensemble, aller d'un point A à un point B. On est vachement plus sur, je sais pas, la route de Cormac McCarthy, par exemple, alors que là, ouais, c'est très ludique et puis c'est foisonnant, c'est-à-dire qu'on a des robots, des zombies, des chevaliers, les années 60. Enfin, ça part dans tous les sens. Donc, forcément, je vois la logique de l'adaptation aussi, parce que ça peut créer plein de petits. C'est un petit peu plus fatigant aussi. Après, ouais, moi, j'aurais aimé voir un petit peu plus de finesse dans l'écriture par rapport à The Last of Us, en tout cas. Ouais, après, pour moi aussi, c'est le truc... The Last of Us, tu vois, c'est un truc qui est très subi dans la série, qui est du coup assez réaliste aussi. Là, c'est délirant, en fait. C'est genre un complot international de capitalistes qui vont foutre des bombes atomiques partout pour reprendre le pouvoir depuis le sous-sol des années plus tard. Enfin, je veux bien, ça dénonce des dynamiques qui sont bien réelles, mais... le scénario, quand même, est absurde au possible. On est dans un cadre qui est quand même un peu délirant, quoi. Ouais, et d'ailleurs, c'est ça qui est un peu raté aussi avec Fallout, c'est qu'en fait, ça devrait tirer plus du côté de la satire, mais ça va pas assez loin dans l'écriture et dans l'humour pour faire de la vraie satire. Et c'est pour ça qu'il y a plein de moments qui font juste un peu cliché de série. Ouais. Mais c'est censé être très mordant, et on sent même parfois une autosatisfaction dans l'écriture sur à quel point c'est mordant alors que ça l'est pas tellement. Oui, non, c'est ça. Et sur les blagues où parfois j'étais là, je sais pas, Buffy a fait ça il y a
20 ans, en Exactement. fait, et bien mieux, en fait. Ouais, non, c'est ça. C'est un petit peu dommage. Après, voilà, moi, j'y reviendrai parce que j'aime bien les trucs post-apocalyptiques. En fait, ce que j'aime bien dans ces séries-là, c'est qu'au final, il y a un enjeu qui est à la fois interne et externe, c'est la survie pour les personnages. Et donc ça peut durer très longtemps. Et comme je suis un petit peu lassée par la multiplication de mini-séries à concept où il y a une enquête et à la fin, elle est résolue et du coup, la série est terminée. Là, j'avoue que juste la perspective de voir des personnages évoluer dans un univers, apprendre à se connaître, devenir de plus en plus nuancé, c'est ce qui me plaît dans des séries et je pense que celle-là peut tenir cette promesse s'ils essayent de mettre un petit peu le paquet dans l'écriture à l'avenir. Et en plus, c'est dans un univers que je comprends bien, où il peut y avoir plein de surprises parce que clairement, ça va loin, il y a des espèces de gros poissons géants aussi. Enfin, vraiment, il ne manque pas de... Oui, le poisson géant. Bah oui. Oui, d'accord. Et oui, c'est là où il la suspend et tout. Ouais. Ah oui, je l'ai vu. Hein. Et on comprend aussi que c'est lié aux radiations. Enfin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est les énormes cafards. Alors ça, c'est bien trouvé. C'est horrible. Ouais. Mais les chiens sont toujours cool. Oui. Et mignons. Il y a plein de choses à garder dans la série. Moi, je reviendrai pour une saison 2, par curiosité, en tout cas au début, pour voir si ça peut se développer un petit peu, et par affection pour une grosse partie du casting. Je trouve que le casting est quand même globalement excellent, et ça fait plaisir. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou votre appli de podcast préférée. Et Marie vous a déjà spoilé, mais dans le prochain épisode, on vous parlera donc de Taylor Swift. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, Amis, dans lequel on se fait mutuellement découvrir certaines de nos œuvres préférées. Et il va revenir très bientôt. À la semaine prochaine. Salut! PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast, direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez.